Alors, bonjour à tous. Qui connaît Bitcoin ici? Bon, il y en a déjà pas mal, c'est bien. Qui en a? Vous devriez pourtant, hein. Donc Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde une maxime de Dostoïevski qui disait l'argent, c'est de la liberté frappée. Et finalement, c'est de ça que je vais vous parler. Moi, c'est de liberté. Parce que Bitcoin, c'est une monnaie, mais c'est bien plus, et c'est aussi et surtout l'alphabet de la monnaie. L'alphabet de la monnaie, l'alphabet de la liberté, un alphabet politique, quelque chose sur lequel on peut construire. Et donc, pour commencer, je vais vous rappeler rapidement ce qu'est Bitcoin pour que tout le monde soit au même endroit. Et donc, Bitcoin, c'est avant tout un protocole. Donc, un protocole, c'est une manière d'échanger de l'information, une manière standardisée d'échanger de l'information. Euh, et donc, les protocoles sont extrêmement importants pour tous les systèmes d'échange. Donc, Bitcoin, au lieu que ce soit de l'information classique, c'est de l'information transactionnelle. C'est-à-dire qu'on s'échange de la monnaie, des bitcoins. Donc, sur ce protocole, il y a des règles établies. Et donc, par exemple, on sait qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins. Ça, c'est une des règles du protocole. On sait qu'on ne peut pas dépenser deux fois ce qu'on possède. Donc ça, c'est également une des règles du protocole, une des règles d'échange. Et donc, sur ce protocole s'échange de la monnaie. Et comment on a réussi à créer une monnaie numérique? Eh bien, on a réussi à créer de la limite dans l'espace numérique qu'est le cyberespace. Et c'est la première fois qu'on arrive à créer une limite dans ce cyberespace. Parce que quand j'envoie une photo à ma grand-mère, j'ai toujours la photo. Quand j'envoie un bitcoin à ma grand-mère, j'ai plus le bitcoin. Et c'est ça la différence majeure. Et il faut se dire que c'est bien la première fois qu'on arrive dans cet univers qui est totalement intangible à créer une limite physique, en quelque sorte, à retrouver de la limite. Donc, on s'échange quelque chose qu'on peut appeler monnaie, vu que celle-ci a une valeur. Actuellement, ça vaut 2000 $, mais on ne parlera pas ici du cours ou de la spéculation. On va plus être sur les concepts et essayer de voir ce que ça peut nous apporter. Et ensuite, Bitcoin, c'est aussi un réseau. Alors, qui dit réseau, dit communauté, parce qu'un réseau, c'est avant tout des gens connectés entre eux. C'est des machines. Dans le cas de Bitcoin, vu que c'est un protocole, le protocole est compris par les machines. Et des machines tournent toute la journée pour faire tourner Bitcoin. Mais c'est un réseau d'humains tout autour du monde qui croient en Bitcoin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a de la valeur. Parce que pour que ces Bitcoins aient de la valeur, il faut bien que des gens les achètent et donc aient confiance dans ces Bitcoins. Et donc ce réseau Bitcoin, il est co-construit tout autour du monde par des gens qui veulent simplement s'investir dans ce projet. Et ce qui est intéressant avec ce réseau, c'est qu'il est horizontal. Il y a un changement cosmologique par rapport à tout ce qu'on voit actuellement. Généralement, on est sur des structures très verticales, avec un chef, un leader, on suit le leader. Et là, dans Bitcoin, renversement. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de patron. Aucun patron. On ne sait même pas qui a créé le Bitcoin. C'est pour dire à quel point le père est absent, entre guillemets. Le leader n'est pas là. Et donc, on a un réseau qui est horizontal, un réseau dans lequel tout le monde peut s'investir et en même temps dans lequel tout le monde peut participer librement. Un réseau où il n'y a pas de censure. Un réseau inclusif où on a besoin de montrer rien à personne. Et ce réseau, il est horizontal, mais il est aussi autonome. Autonome parce que dans Bitcoin, c'est le protocole qui gère les échanges. Alors soit des machines exécutent ce protocole, mais les règles font que le réseau devient autonome. Et si on va au cœur du mot autonome, c'est assez amusant parce que autos en grec ancien signifie même, lui-même, le même, et nomos, la loi. Donc en fait, on est face à un objet ici qui fait la loi par lui-même. Et il y a quelqu'un qui souvent dit une maxime, et qui l'a d'ailleurs qui a permis de la faire connaître, et qui dit « code is law », Laurence Lessig. Et finalement, Bitcoin, c'est l'exécution même de cette maxime. Ça veut dire qu'avec Bitcoin, code is law. Ça veut dire que absolument toutes les règles du protocole s'exécutent et font respecter cette loi, entre guillemets. Parce que tout le réseau d'humains et de machines ne font que respecter ces règles et ne peuvent que respecter ces règles.
Et enfin, une dernière partie, Bitcoin, c'est un consensus décentralisé. Ça veut dire que c'est des gens qui ne veulent pas forcément se faire confiance, qui ne veulent pas forcément les mêmes intérêts, mais qui doivent trouver un consensus, aller dans une direction, trouver un point d'entente pour créer un système qui marche. Et finalement, ça marche, parce que ça marche depuis maintenant 9 ans, et ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune autorité centrale. Donc on a véritablement là un alphabet de la monnaie, dans le sens où on peut construire de nombreuses choses dessus. Un alphabet plus ou moins politique, parce que on a tendance à dire la technologie est neutre. Moi, personnellement, j'y crois pas. Parce que, pour moi, les développeurs, les codeurs, comme on les appelle, sont les écrivains que Sartre décrivait il y a 50 ans. Les écrivains, selon Sartre, sont forcément engagés. Tout écrit va porter de l'engagement. Et finalement, les développeurs sont engagés. Ils sont engagés, et dans Bitcoin, c'est encore plus visible. Parce que là où a émergé Bitcoin, ce sont des cercles crypto-anarchistes. Alors on dit crypto-anarchistes, pas dans le même sens que crypto-communistes il y a 30 ans, ce n'est pas des communistes cachés ou des anarchistes cachés, c'est des crypto-anarchistes parce que la cryptographie est au cœur de leur pensée, avec la confidentialité et la vie privée, et l'anarchie est leur mode de pensée politique, donc l'absence de chef. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une véritable prise de conscience que le code peut permettre d'établir des structures politiques et fait donc de Bitcoin en quelque sorte un alphabet politique. Alors pourquoi un alphabet ? Un alphabet parce que Bitcoin va être une structure sur laquelle on peut construire. Donc pour l'instant, Bitcoin est avant tout une monnaie. Une monnaie, c'est déjà incroyable d'avoir réussi à faire une monnaie. Une monnaie, c'est un pouvoir régalien qui n'avait jamais été renversé et qui, là, est renversé grâce à une communauté tout autour du monde qui s'entend sur ce logiciel. Et donc, cette décentralisation permet l'établissement d'une nouvelle norme monétaire, une nouvelle norme dans les échanges. Et l'importance de la norme est capitale, dans le sens où il suffit de regarder un peu dans le passé pour voir qu'on est passé dans la globalisation avec la normalisation des conteneurs. Alors ça peut paraître complètement stupide, mais si on n'avait pas établi des règles très strictes dans la manière et dans les dimensions des conteneurs, on n'en serait pas là aujourd'hui. 98% du trafic mondial de marchandises se fait par la voie maritime grâce aux conteneurs normalisés. Et donc finalement ici, on a une nouvelle norme de communication qui est universelle parce qu'elle est dans le cyberespace. Le cyberespace, ce territoire où les frontières sont extrêmement différentes. Il n'y a plus de frontières physiques. Les frontières sont uniquement linguistiques. Vous ne pouvez pas aller, je pense, sur l'Internet chinois pour la majorité de vous parce que vous ne parlez pas chinois. La frontière est uniquement linguistique. La majorité d'Internet parle anglais. La majorité du monde parle anglais. Et finalement, c'est ce qui fait qu'une grande partie de l'Internet, du web, nous pouvons la consulter. Donc finalement, si on pense à cet Internet universel, ce cyberespace, ce nouvel espace où les frontières sont différentes, on a la même chose du côté des machines. Parce que les machines, finalement, elles ont besoin d'un protocole commun qui puisse être adapté sur différentes machines. Parce que si Bitcoin émettait une frontière linguistique, elle ne pouvait pas être sur tous les ordinateurs, tous les téléphones portables, on perdrait cette universalité. Et du fait que ce soit un protocole, on l'obtient. Et on obtient une nouvelle norme donc, pour communiquer. Alors pourquoi pour communiquer ? Parce que la transaction, finalement, c'est une communication. Ça se dit même parfois que des gens font une transaction et c'est en même temps leur négociation de commerçant à client et en même temps la transaction, l'objet de l'échange. Et quand on arrive à se dire que les paroles sont des transactions, eh bien on peut imaginer de nombreuses autres choses avec cet alphabet de la conscience. De la confiance, pardon, excusez-moi.
Donc toutes ces choses-là qu'on peut imaginer, ce sont par exemple le vote. Le vote, finalement, c'est une transaction vers un candidat. C'est-à-dire que je donne un jeton à un candidat, en quelque sorte, et on additionne le candidat qui a le plus de jetons. Donc finalement, avec Bitcoin, j'ai des jetons qui sont monétaires, mais si je fais d'autres jetons, je m'inspire de cet alphabet, justement, pour créer un autre logiciel, ou si je m'appuie sur Bitcoin pour créer quelque chose, je peux, par exemple, créer du vote qui ne nécessite aucune autorité centrale. Et il faut bien voir à quel point c'est fort dans le sens où les votes électroniques, pour l'instant, sont tous quasi catastrophiques. Il n'y a quasiment pas de votes électroniques qui ne se sont pas mal passés. Et la raison de cela, c'est la centralisation, parce que la catastrophe arrive souvent avec la centralisation. Lorsqu'il y a une autorité, elle est faillible et elle est corruptible, à notre connaissance en tout cas. Et on le voit aussi dans Bitcoin d'ailleurs, parce que c'est amusant, les journaux aiment reprendre les faillites plus ou moins de Bitcoin ou les vols de Bitcoin. Mais finalement, tous ces vols, toutes ces brigandises sont le fait d'une centralisation. C'est parce que des agents détenaient les clés des Bitcoins de personnes à leur place. Donc quand on retourne à la centralisation, même avec Bitcoin, on a des pépins parce qu'on a des failles et on a de la corruption possible. Donc ce que propose Bitcoin, c'est un alphabet de la conscience dans le sens où il n'y a en quelque sorte plus besoin de se faire confiance, on dit trustless en anglais, et il y a besoin de n'accorder de la foi qu'au réseau, qu'au système, qu'à cet ensemble d'individus qui fait tourner le protocole et qui peut le mettre à jour. Donc forcément, parfois dans une communauté, il peut y avoir des dissensions. Ce n'est pas toujours facile de trouver un consensus décentralisé. Mais on avance doucement, dans le temps. Soit il y a des petits blocages, mais on avance. Et Bitcoin continue d'avancer. Et tout le monde peut y participer. Tout le monde peut proposer une mise à jour. Et donc dans ce monde où la confiance, où on a une communauté totalement autogérée, la confiance, elle se manifeste par la fiabilité de la cryptographie et des mathématiques sur lesquelles repose Bitcoin. Et finalement, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un et être absolument sûr, et lui, il peut être absolument sûr que ce n'est pas de la fausse monnaie. Parce que le réseau me le garantit et le protocole me le garantit. Et donc finalement, on passe d'un système où on est obligé de faire confiance à un tiers, très souvent, une banque, un État, à un système où on peut se faire confiance entre pairs, parce qu'on est sur un système horizontal. Donc là, je pense que vous voyez de plus en plus se construire cet alphabet politique. Bitcoin est soit un projet technologique, une aventure technologique, mais c'est un projet politique. Politique parce qu'il nous amène plus d'équité par l'horizontalité. Il nous amène plus de participation active. La démocratie, souvent, doit être pensée comme un système politique qui demande de la participation de la part des citoyens. Et finalement, dans ces systèmes d'échange décentralisés, tout le monde est obligé de participer au système ou pas, mais s'il veut être un nœud, s'il veut héberger une partie du réseau, il doit le faire complètement. Et finalement, on a un système où il y a 8000 témoins sur ce réseau, 8000 nœuds, 8000 participants actifs, avec beaucoup plus d'autres personnes qui juste utilisent le réseau. Mais il y a 8000 personnes qui ont des nœuds, et qui voient passer ces transactions. Et ce qui est amusant, c'est que ces transactions, finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du langage. Et aux transactions, on peut attacher du langage. Et déjà, toutes les transactions sont horodatées dans un grand livre de compte qu'on appelle la blockchain, et que tout le monde certifie, que le réseau certifie. Et donc finalement, ces transactions-là peuvent contenir des informations, d'autres informations. Et là, on peut de suite penser à la Poste, qui nous fait payer, entre guillemets, des recommandés. Mais là, je peux certifier moi-même cette preuve de date et d'heure, finalement, pour la première fois. Je pourrais très bien certifier une invention
tout comme je le ferai avec une enveloppe solo, tout seul. Tout seul, avec 8000 personnes. 8000 personnes que je ne connais pas, mais qui ont vu passer mon information à telle heure, telle date, tel jour. Et ça, c'est la force aussi de ce réseau. Ça veut dire que, là, je vous ai donné quelques cas d'usage, mais on peut penser à l'énergie pour certifier, par exemple, un compteur électrique, quand on aura des productions bien plus décentralisées. Mais on peut penser à énormément d'autres domaines, comme la santé, l'identité. L'identité est un cas d'usage extrêmement important, parce que c'est aussi une possibilité de réappropriation de l'identité. Actuellement, on ne fait que déléguer notre identité, et avec des systèmes tels, on pourrait se réapproprier nos identités numériques. Et donc, ce monde-là, nouveau, avec tous ces alphabets, mérite d'être observé au moins un petit peu, et peut-être mérite votre participation, parce qu'il ne vit que par ça, il ne vit que par tout un tas de personnes autour du monde qui y participent. Il n'y aura personne pour faire le service client ou rester après la disparition de possibles personnes qui ont quitté ce réseau. Donc finalement, ça va être peut-être un peu paradoxal par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, mais je vous demande de me faire confiance, mais de jeter un coup d'œil à tout ça. Merci.